Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les fusées étaient lancées juste à côté de l'équateur ou de la mer? Ou pourquoi nous les lançons verticalement et non pas comme des avions? Nous allons répondre à toutes ces questions, pas si stupides, au sujet des fusées. Question 1. Comment la Terre influence-t-elle le lancement de la fusée? Revoyons un peu nos cours de physique du lycée. La gravité de la Terre est incroyablement forte. Pour surmonter cette force, nous devons développer une vitesse immense. Heureusement, les fusées sont capables de la fournir, mais ce serait beaucoup plus difficile si la Terre elle-même ne lui venait pas en aide. La Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Très rapide donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous bougeons tous avec elle. Ainsi, quitter la Terre, c'est comme sortir d'une voiture en mouvement. Pendant un certain temps, la fusée se déplacera avec notre planète par l'inertie. C'est comme un bon coup de pouce. La fusée décolle de la Terre à une vitesse déjà conséquente. Et ensuite, elle a juste besoin d'accélérer un peu plus avec l'aide de son carburant. D'ailleurs, ce n'est pas la seule astuce scientifique dans le lancement des fusées. Pour obtenir le maximum d'avantages de cette poussée, elles sont lancées en orbite terrestre, d'ouest en est. Pourquoi? Parce que la Terre tourne de l'ouest vers l'est, bien entendu. De cette manière, la fusée reçoit une inertie maximale. Question 2. Pourquoi les fusées sont-elles lancées près de l'équateur? La réponse est liée à la question précédente. Croyez-le ou non, la surface de la Terre se déplace plus rapidement à l'équateur. Le cours élémentaire ne nous a pas tout dit. La Terre n'est pas parfaitement ronde, elle est plutôt aplatie, en légère forme d'ellipse, et l'équateur est le point le plus large de notre planète. Alors, qu'est-ce que la vitesse? C'est la distance divisée par le temps. Et puisque la distance à l'équateur est la plus grande, environ 40 000 km, de sorte que la vitesse de rotation y sera plus élevée. Alors, imaginez que vous et votre ami vous teniez à 2 points différents de la Terre. Vous êtes à l'équateur, et votre ami se trouve plus proche du pôle Nord. Après être resté là toute la journée, vous auriez parcouru plus de kilomètres que votre ami, ce qui signifie techniquement que vous vous seriez déplacé plus rapidement. Donc oui, la vitesse de rotation à l'équateur est plus élevée. Naturellement, il est plus rentable pour nous de lancer des fusées depuis des endroits où la vitesse de poussée initiale sera la plus élevée possible. Et le lancer depuis l'équateur fait bouger l'engin spatial presque 500 km/h plus vite. Question 3. Comment les scientifiques choisissent-ils les lieux de lancement? Les fusées sont d'énormes monstres de complexité pesant plusieurs centaines de tonnes. Inutile de dire que des dizaines d'erreurs peuvent survenir lors du décollage. La plus dangereuse, probablement, est une défaillance en plein vol. C'est lorsque quelque chose cloche dans une fusée qui est encore en plein ciel. Si ces débris enflammés retombent sur Terre, ils peuvent causer un terrible désastre. Regardons à présent une carte des différentes rampes de lancement à travers le monde. Nous pouvons voir que beaucoup d'entre elles sont situées près de la côte. Par exemple, le Kennedy Space Center en Floride ou le Satish Dhawan Space Center à Sriharikota en Inde. C'est le meilleur moyen de minimiser et idéalement d'éliminer complètement le risque de retombée de débris sur nos têtes. Si quelque chose tourne mal pendant le lancement, tout cela tombera dans les eaux de l'océan, loin des zones densément peuplées. Et oui, il y a un tas de pas de tir situés loin de la mer. C'est parce que beaucoup d'autres choses jouent également un rôle dans le choix de l'emplacement. Par exemple, la disponibilité. La rampe de lancement devrait idéalement être accessible par la terre, l'air et la mer. Question 4. Attendez, la Floride n'a-t-elle pas une météo capricieuse? Pourquoi ont-ils choisi cet état? Depuis plus de 70 ans, la NASA lance des fusées depuis Cap Canaveral, en Floride. C'est étrange car la Floride a un climat tropical et très humide. Il s'y produit plus d'orages par an qu'en tout autre endroit. Cela peut grandement perturber le lancement des fusées, et c'est très dangereux. D'ailleurs, une fois cela s'est réellement produit. En 1987, la foudre a frappé une fusée AC-67 avant son décollage. Ces systèmes ont été endommagés, et finalement, la fusée a été détruite. Heureusement, il n'y avait pas de personnes à bord. Une autre grande menace météorologique est les ouragans. Et oui, ils se produisent aussi en Floride plus souvent que dans tout autre État. Mais malgré tout cela, la NASA a tout de même choisi ce lieu maudit pour lancer ses fusées. Pourquoi? Eh bien, probablement parce qu'il ne se produit que des choses folles en Floride, à commencer par les lancements de fusées. Mais pour être sérieux, avant que la NASA ne déménage à Cap Canaveral, les fusées étaient lancées depuis un autre endroit, le site d'essai de White Sand, situé au Nouveau-Mexique.
À l'époque, comme White Sands était situé dans une région reculée du pays, tout était plus ou moins sûr. Si les fusées étaient retombées, elles affecteraient ni ne détruiraient pas grand-chose. Mais au fil du temps, nos technologies se sont développées. Les fusées sont devenues plus grandes et nécessitaient beaucoup plus d'espace pour leur lancement. En conséquence, la zone de danger s'est également agrandie. White Sands n'était qu'à 40 km de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, et à 110 km d'El Paso, au Texas. En d'autres termes, il était entouré d'agglomérations. Par conséquent, les scientifiques ont commencé à chercher des lieux plus sûrs. La côte Est semblait être la meilleure option. Pouvez-vous deviner pourquoi? Non seulement la côte Est est proche de l'équateur, mais elle est aussi située près de l'océan Atlantique. Et nous savons déjà que cela ajoute un bonus à la sécurité. C'est pourquoi, dans les années 1950, la NASA a déplacé ses lancements en Floride. Le premier était le lancement de la fusée Bumper 8, qui a eu lieu le 24 juillet 1950, et ensuite, cet endroit est devenu un véritable spatioport. Question 5. Pourquoi les fusées sont-elles lancées verticalement? Les fusées sont des objets élevés, effilés et cylindriques, qui vont dans l'espace verticalement et laissent derrière eux un énorme panache de fumée. Mais pourquoi sont-elles lancées de cette façon, et non comme des avions par exemple? Eh bien, une telle idée semble un peu folle. Pour la mettre en œuvre, nous devrions apporter énormément de modifications à la conception actuelle des fusées. Mais le plus important est que cela gaspillerait beaucoup de ressources. Cela peut vous surprendre, mais les avions et les fusées sont conçus assez différemment. La tâche principale de l'avion est de voler dans l'atmosphère. La tâche principale de la fusée est de quitter l'atmosphère le plus rapidement possible. En raison de la résistance de l'air dans le ciel, la fusée perd la majeure partie de son énergie en volant. Par conséquent, nous devons nous assurer qu'elle ait quitté l'atmosphère terrestre avant que son carburant ne soit complètement épuisé. Et puisqu'elle a besoin de beaucoup plus de carburant qu'un avion, il est plus facile et plus économique de la lancer directement vers le haut. Ainsi, elle nécessitera un minimum de carburant, juste ce qu'il faut pour s'arracher à la gravité. Question 6. Pourquoi la trajectoire de la fusée change-t-elle après le lancement? Vous vous souvenez quand nous avons dit que la tâche principale d'une fusée était d'échapper à la gravité par tous les moyens et d'atteindre l'espace? Maintenant, oubliez tout ça. C'est techniquement vrai, mais ça ne donne pas une image complète. La tâche de rentrer dans l'espace n'est pas particulièrement ardue. L'espace n'est pas si haut que cela. Vous deviendrez officiellement un spationaut si vous atteignez une altitude d'environ 100 km au-dessus de la Terre. Mais tout est question de demeurer en orbite. L'orbite est la frontière des deux mondes. Là-bas, l'attraction gravitationnelle de la Terre est encore suffisamment grande pour que la fusée ne s'envole pas dans l'espace extra-atmosphérique, mais en même temps suffisamment faible pour qu'elle ne retombe pas sur Terre. Donc, si vous l'atteignez, il n'est plus nécessaire de gaspiller de carburant. Le vaisseau spatial volera simplement en apesanteur par inertie. Si la fusée vole purement en ligne droite, elle s'éloignera simplement dans l'espace extra-atmosphérique. Pour entrer en orbite, elle doit voler en arc. Par conséquent, après le démarrage, elle commence d'abord à pencher sur le côté et accroît progressivement cette courbe. Entrer en orbite est une tâche très difficile, à vrai dire. Le seul carburant devrait suffire à atteindre une vitesse insensée de presque 30 000 km à l'heure. C'est pourquoi nous avons inventé cette méthode d'optimisation. Les savants l'appellent vitesse d'échappement. Ainsi, une fusée courbe sa trajectoire après le lancement, parce qu'elle doit entrer en orbite autour de la Terre. Félicitations, c'était un long voyage. Mais maintenant, vous en avez appris, espérons-le, un peu plus sur le lancement des fusées.